Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là ce matin dans l'émission Bekakuma, qui donne la chance à presque tous les Maliens de s'exprimer librement pour la construction du pays. Car nous sommes en transition. Une transition doit se terminer par une élection bien organisée, bien faite, pour qu'il n'y aura pas de crise post-électorale. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. À chaque fois que nous sommes sur ce plateau, nous remercions la direction de notre téléweb qui est Mali Kunafoni TV. Notre invité, c'est professeur Moussa Doumbia, qui est membre du directoire de l'APM Maliko. APM Maliko, c'est une partie politique de notre pays qui est jeune mais qui fait beaucoup d'activités actuellement. Moussa Doumbia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et vous pouvez saluer les téléspectateurs. Donc on va commencer le débat. Okay. Merci M. Sidibé. Oui. Merci à Mali Kunafoni. Merci aux téléspectateurs pour leur attention. Oui. Merci au peuple malien pour m'avoir donné la vie, m'avoir encadré jusqu'à ce niveau. Oui. Merci à mes parents qui n'ont ménagé aucun effort pour que je sois à ce niveau aujourd'hui. Merci à mes amis, mes camarades promotionnaires et merci aussi à APM Maliko pour m'avoir donné sa confiance en tant pour le leadership incarné par notre directoire. D'accord. Professeur Moussa Doumbia, après les salutations, nous allons entamer directement, nous allons droit au but. La santé politique de votre parti qui est APM Maliko, où nous en sommes aujourd'hui? En fait, la santé politique d'APM Maliko peut être considérée comme bonne parce que c'est d'abord un parti qui travaille beaucoup pour apporter sa contribution, ce qu'on appelle dans le domaine de l'apport en industrie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexions à notre niveau. Nous avons une vision qui s'appelle le PNP, par nous pouvons. Cette vision est basée sur l'acceptation de notre histoire, puis c'est basé aussi sur la conscience que le peuple malien a des forces et des faiblesses, mais c'est basé sur le fait aussi que le peuple malien doit avoir confiance en lui-même, compter sur lui-même pour prendre en main son destin. C'est donc une vision qui va vers le principe de continuité historique. Ça veut dire que hier, il y a eu nos prédécesseurs ont apporté des choses positives comme des choses négatives. Il faut donc identifier ce qui est positif, l'amplifier pour en profiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peu cultiver la confiance en soi, cultiver le patriotisme, savoir que par nous, nous pouvons dans tous les domaines. Tous les domaines du développement et compter essentiellement sur ses propres forces. Et ça va tellement dans notre pratique politique que même en 2018, notre candidat à la présidentielle portait cette vision, doublée de ce que nous on appelle la refondation nationale. Il s'agit de Modibo Kadiogé. Donc lui, il était notre candidat. Il est le président du directoire, mais il est aussi le président chargé des cadres, parce que le direct, c'est un parti qui a un directoire qui préside le parti, un directoire de 4 membres. Moi, je suis le président chargé du programme du parti. Voilà, donc c'est un directoire comme ça qui fait une certaine originalité. D'accord. Pour éviter peut-être d'avoir des timoniers qui ne réfléchiraient pas à l'intérêt collectif et puis qui vont oublier un peu que l'humilité est humaine. Voilà.
Mais qu'est-ce que vous donnez comme réponse à des gens qui pensent que APM Maliko, voilà, on ne lui voit plus sur la scène politique? Quelle réponse avez-vous à donner à ces gens-là? Bon, en fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut beaucoup connaître APM Maliko en tant que porteur d'idées. C'est un parti porteur d'idées qui a beaucoup contribué, même aux réflexions au niveau institutionnel. Parce que chaque fois qu'on demande à APM Maliko de donner sa position par rapport à une question majeure de la nation, nous donnons notre position par écrit. Nous donnons par écrit. Et je vais donner un exemple. Même quand il y a eu l'embargo en janvier 2022, nous avons même saisi le Parlement de la CEDEAO pour essayer de faire de tenir compte effectivement de l'intérêt supérieur du peuple malien, parce que le Parlement de la CEDEAO étant considéré comme le Parlement qui représente les peuples de la CEDEAO. Donc ça, c'est pas seulement ça. Nous contribuons dans beaucoup de regroupements, c'est-à-dire que nos représentants, nous travaillons beaucoup, nos représentants portent nos idées dans les regroupements auxquels nous appartenons. Et généralement, nos idées sont toujours considérées comme des bonnes idées par nos partenaires. Et qui les emploient, qui les utilisent beaucoup. C'est pour ça que je vous ai même parlé de la refondation. La refondation, on parle de refondation aujourd'hui déjà. D'accord, on va arriver à cela dans peu de temps. Il y a APM Maliko, vous faites des activités, si on vous écoute, ça veut dire que votre activité n'est pas est toujours à la hauteur du souhait, selon vous-même. Donc APM Maliko, aujourd'hui, nous pouvons compter sur APM Maliko pour les échéances à venir. C'est-à-dire des échéances électorales. Évidemment, M. Sidibé. Si vous voyez pourquoi je mets l'accent sur l'apport en industrie, parce que c'est ce qui manque essentiellement à la classe politique malienne. Ça manque même, je pourrais dire même, ça manque à la vision que les gens ont de la politique au Mali. Le plus souvent, les gens pensent que la politique se résume à une course effrénée aux places politiques. Une course effrénée aux places politiques, une course effrénée à la rente politique. Et il faut casser ça. Il faut que penser là, et réfléchir là, soit au-dessus. Parce qu'un parti politique, d'abord, c'est une idéologie. Nous, on est convaincus de ça. Tant qu'il n'y a pas une idéologie, notre idéologie est vraiment une idéologie patriotique. Et comme j'ai dit, basée sur par nous, nous pouvons. Et tant que le peuple ne sent pas une idéologie derrière les partis politiques, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va être les élections, ça va être les enchères pour avoir tel ou tel candidat, pour avoir tel ou tel peut-être avantage matériel et ou financier avec tel candidat, en oubliant qu'il doit dire au peuple ce qu'il va faire une fois aux affaires. Est-ce qu'il va amener le pays à un niveau suffisamment élevé pour que nous comptions dans le concert des nations? Parce que si on ne fait pas ça, en réalité on va rester sujet. Nous allons rester sujet et on va rester la proie. Il faut casser ça. Et ce n'est pas suffisamment dans la pratique. Et là, ça c'est un peu notre credo. Voilà. Malgré tout ça, nous avons participé à toutes les élections. Depuis qu'on est créé, depuis 2014, il n'y a pas eu d'élection, même les élections partielles, nous avons participé. Toutes les élections, y compris la présidentielle. Donc nous sommes aussi un parti qui n'a pas peur des urnes. Pour sortir dans ce cadre, actuellement, où en sommes-nous avec le M5 RFP? Parce que vous avez participé aux différents mouvements du M5 RFP, vous étiez alliés avant, mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec vos relations? Oui, nous avons de bonnes relations avec le M5 RFP. La preuve, nous avons 2 camarades qui assistent aux réunions du comité stratégique. Voilà, nous avons le camarade Kadjoké et le camarade Dafé. Ils participent tous aux réunions du comité stratégique. Ça veut dire que c'est pour ça, même à ces niveaux-là, ils apportent beaucoup. D'accord.
D'accord, professeur Moussa Doumbia, nous allons à la nouvelle constitution qui vient d'être validée par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. Actuellement, il y a eu plusieurs tractations autour de cette nouvelle constitution. Les enjeux et perspectives, quelle innovation vous avez constaté ou quelle insuffisance vous avez constaté à cette nouvelle constitution? Effectivement, la nouvelle constitution, d'abord, dans le principe, et quand nous parlons des refondations, c'est évidemment basé aussi probablement sur une nouvelle république. Une république qui serait un peu plus en avance sur l'ancienne, dans le domaine de la vertu, et dans le domaine aussi de l'ambition, et dans le domaine aussi des acteurs. La constitution, le projet de constitution qui va être soumis par le chef de l'État le 20 mars aux forces vives de la nation a effectivement des innovations. Si vous prenez le préambule par exemple, dans le préambule, je vois que les acquis démocratiques de mars 91 sont amplifiés par les idéaux de la refondation portés par le peuple malien. Ensuite, l'écologie et la préservation des ressources naturelles pour les générations futures aussi y figurent. Et la préservation des ressources naturelles pour les générations futures, c'est vrai que les générations actuelles aussi doivent en profiter, c'est aussi dit dans la Constitution. C'est capital, parce qu'il faut éviter de brader le patrimoine national. Parce que c'est à partir, quand vous avez un grand patrimoine, et nous sommes 1 241 238 km², ça c'est notre pays, un pays suffisamment vaste, qui en réalité, si nous prenons conscience, nous pouvons travailler à être parmi les pays qui comptent dans le monde, parce que suffisamment riche de son sous-sol, suffisamment riche de ses populations, suffisamment riche aussi de sa jeunesse. Mais cette jeunesse doit être encadrée, mise en mission et puis tirée vers les ambitions pour le développement. Et donc au niveau du préambule, effectivement il y a ces éléments-là. Et maintenant au niveau de l'article 24, et le principe de la mobilisation des citoyens à partir de 18 ans pour défendre la patrie à côté des forces armées de sécurité est bien noté, est bien prescrit au niveau de l'article 24. Au niveau aussi de l'article 31, l'article 31 érige nos langues nationales en langue officielle. Et puis tout en gardant le français comme langue comme une des langues de travail. Et quant à l'article 35, bon, ça montre la possibilité de sanctionner les dirigeants en cas de détournement des deniers publics. Pour nous, ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, mais l'article 44 rend le président de la République responsable de la définition de la politique de la nation, contrairement à la constitution actuelle qui rend un peu le Premier ministre, voilà, le gouvernement responsable de ça. Il s'agit du PAG, programme. Voilà, bon, là, cette fois-ci, c'est à partir de la définition de la politique de la nation par le président de la République. C'est le gouvernement qui s'inspire de ça pour maintenant travailler. Maintenant, quant à l'article 46, il indique que le président de la République, candidat à la présidence de la République, doit renoncer à toute autre nationalité, c'est-à-dire sauf la nationalité malienne d'origine, au moment du point, bien sûr, de la candidature, du dépôt de la candidature. Et le même article met l'âge plafond du candidat à 75 ans. Et quant à l'article 69, il autorise le président de la République à dissoudre le Parlement.
et à le rétablir si dans les 120 jours il n'y a pas d'élection. L'article 75 donne la possibilité au Parlement de destituer le président de la République pour haute trahison. Quant à l'article 75, il crée la deuxième chambre du Parlement sous la dénomination de Sénat. Le Sénat, oui. Et avec 3/4 des membres élus et un quart nommé par les autorités, non, nommé, un quart choisi et parmi les autorités et légitimités traditionnelles, les Maliens de l'extérieur et les Maliens ayant honoré la nation. Et quant à l'article 96, cet article consacre la représentation des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. L'article 106 souligne la perte des sièges des députés ou des sénateurs quand l'élu démissionne de l'organisation qui les représente. Donc ça lutte un peu contre ce qu'on appelle vraiment le nomadisme politique. Donc ça, ce sont des innovations. Il y a aussi d'autres innovations, comme par exemple l'article 156 et suivant consacre la création de la Cour des comptes comme institution. Quant à l'article 190, il met fin à la haute cour de justice. Maintenant, vous avez parlé aussi, vous avez parlé un peu des innovations et un peu voilà, les insuffisances voilà, que vous avez constatées. Que je peux pas, je considère même pas tout à fait comme une grande insuffisance. C'est que cette constitution fait un peu du président de la République un timonier. Donc il donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Oui. Donc ça veut dire que les électeurs doivent tout faire pour choisir quelqu'un qui soit patriote et qui soit humble et en même temps qui soit vertueux, parce qu'il a beaucoup de pouvoir. Et je vais citer quelques pouvoirs. Il est le premier magistrat, il définit la politique de la nation, il est le chef des forces armées et de sécurité, il est le chef de l'administration civile et militaire, il nomme et démet le gouvernement, il nomme les ambassadeurs, les gouverneurs, les magistrats, dissout le Parlement et peut le rétablir sans organiser les élections, il décrète l'état d'urgence et l'état de siège. Le gouvernement est exclusivement responsable devant lui. Donc, bon, en fait, les périodes historiques aussi nécessitent des réformes majeures. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit forcément mauvais si nous arrivons à trouver la bonne personne et qui fait preuve de redevabilité devant le peuple malien et qui travaille à fond pour l'émergence du Mali et qui soit suffisamment humble et suffisamment vertueux pour que la chose publique globalement dans tous les domaines soit préservée. Est-ce que selon vous on peut avoir ce genre de personnes? Oui, tout peuple a à son sein des personnes qui peuvent le tirer vers le haut. Mais, comme je l'ai dit avant, il faudrait que la politique ne soit pas considérée comme essentiellement un gagne-pain. Mais que la politique soit considérée comme un sacerdoce au service du peuple et que les hommes politiques aient souci d'être porteurs des drapeaux pour une compétition universelle. La compétition universelle pour être parmi les meilleurs. Être parmi les meilleurs, ça sous-entend que on doit s'oublier, et beaucoup plus penser aux gens qu'on représente. Voilà. Donc même si vous n'avez pas grand-chose, le fait d'être déjà devant, c'est déjà une chance. Parce que quand vous êtes devant, ça veut dire qu'il y a des gens derrière.
si vous êtes devant, il ne faut pas être devant et vouloir être devant dans tout. Oui. Vouloir être devant au niveau de la richesse, vouloir être devant au niveau du pouvoir, vouloir être devant pratiquement au niveau de l'appropriation globale de la rente nationale. Donc il faudrait vraiment savoir que déjà être devant, c'est une chance. Et cette chance-là, il faut saisir, ne serait-ce que pour rentrer dans l'histoire et rentrer définitivement. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a eu beaucoup de tractations au niveau de la laïcité. Qu'est-ce que vous avez une idée là-dessus en ce qui concerne la laïcité? En réalité, je crois que c'est un faux débat. Parce que toutes les constitutions du Mali ont parlé de laïcité. Et je crois, je ne me trompe pas en disant que le Mali fait partie des pays où la liberté religieuse a atteint un tel paroxysme que même il y a souvent confusion entre l'au-delà et ici-bas. Donc selon vous, il ne doit pas avoir ce débat-là en ce qui concerne la laïcité. Parce que toutes les religions arrivent à se développer depuis ces 63 dernières années. Ouais. Toutes les religions se développent. Il y avait au début, dans les années 60, la religion n'était pas aussi présente dans le débat public. Oui. Il n'y avait pas autant d'influence religieuse sur la société. C'est vrai que les cultes ont toujours existé. Oui. Les cultes sont des régulateurs de la société pour justement s'aimer le maximum de vertus possibles au niveau des populations. Oui. Voilà, c'est ça même le but de la religion, s'aimer la vertu. Aujourd'hui, il y a quelques jours, le président de la transition a validé ce projet de constitution. Quelle analyse faites-vous? C'est une bonne idée ou bien? Je trouve que c'est une bonne idée parce que on ne peut pas... C'est quand vous regardez la démarche, oui. Il y a d'abord une commission qui a été mise en place pour l'avant-projet. Ensuite, une autre commission pour la finalisation de cet avant-projet, pour le transformer en projet. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a un souci d'inclusivité. Et on a essayé de choisir quand même le maximum de personnes possibles pouvant contribuer et qui représentent un peu beaucoup de corps. Je ne dis pas que c'est tous les corps sociaux, mais beaucoup de corps sociaux. En tout cas, ça, c'est un peu l'approche participative là qui mérite d'être saluée. Et en plus, je vous ai dit que le 20 mars prochain, donc je crois que c'est lundi, le chef de l'État aussi va recevoir un peu les forces vives de la nation. Ça veut dire que lui, il a un souci d'inclusivité. Mais on ne peut pas, c'est les périodes de transition en réalité, sont les moments, les opportunités pour faire en réalité les grandes transformations. Moi, je trouve personnellement, ça c'est mon avis personnel, qu'il faut encore même plus. Il faudrait travailler un Mali pour que les mauvaises pratiques ne puissent plus revenir. Mais maintenant, cela passe par la redevabilité des dirigeants, par l'exemplarité des dirigeants. Que les gens sentent, parce que quand vous voyez un dirigeant exemplaire, un dirigeant qui a souci du collectif et qui a peu souci de soi, bon, ça là, ça doit être... Et généralement, les opportunités sont données par les périodes de transition. Ce sont des périodes exceptionnelles. D'accord. Et le Mali n'a pas le droit de rater cette opportunité. D'accord. Il faut y aller travailler à fond. D'accord. Pour que certaines tares ne reviennent plus. D'accord. L'émission Beka Kouma reçoit ce matin professeur Doumbia Moussa, qui est membre du directoire du parti APM Maliko. Moussa Doumbia, nous allons continuer sur le référendum. En ce qui concerne le référendum qui vient d'être reporté aussi à une autre date, quelles conséquences sur le processus du retour à la vie constitutionnelle? Voilà. Bon, moi je pense que souvent aussi les gens semblent oublier que la seule élection qui met fin à la transition, c'est l'élection du président de la République. Donc, à mon humble envie,
Et l'élection du président de la République n'est pas entachée. C'est-à-dire le chronogramme par rapport à l'élection du président de la République n'est pas entaché par le report du référendum. Étant donné que ces reports, c'est d'abord, parce que quand vous regardez l'architecture électorale, il y a l'EJ qui est pratiquement la structure opérationnelle. Oui. Vous parlez de l'autorité indépendante de gestion des élections. Oui. Bon, qui doit avoir ces démembrements qui ne sont pas encore installés. Je crois qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a une bonne foi. Et récemment, il y a eu des modifications au niveau du code électoral pour ramener l'implantation des démembrements à 3 mois au lieu de 6. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a au niveau des pouvoirs publics une volonté de travailler à ce que le chronogramme qui a été déroulé soit respecté. Mais si nous arrivons à faire le référendum pour avoir une nouvelle constitution, et on pourrait mettre le focus essentiellement sur l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle met toujours fin à la transition. Les autres élections, là, vous avez beau les faire, tant qu'il n'y a pas l'élection présidentielle, tant qu'il n'y a pas le chef de l'État qui est élu, c'est toujours la transition. Donc moi je pense que ça quand même, à mon humble avis, on ne peut pas dire que l'élection du président de la République est entachée par le report du référendum. Donc ça n'a rien à voir avec l'élection du président de la... Non, pour moi ça n'aura pas d'impact. Il suffit seulement de... Parce que en fait, le référendum là, c'est pour qu'on ait une nouvelle constitution qui est la norme des normes. Et je vous ai dit un peu ce que je pense de ces constitutions à partir des innovations et puis du point de vigilance que j'appellerais beaucoup plus un point de vigilance. Je crois qu'il n'y a pas de raison pour avoir peur. Professeur Doumbia, il y a certaines partis politiques qui pensent que ce report-là est une mauvaise volonté et montre la mauvaise volonté de la part des dirigeants pour organiser les élections, ou bien c'est une manière pour eux de se maintenir au pouvoir. Quelle réponse avez-vous à donner à ces gens-là? Je vous ai dit tout à l'heure que moi je pense que le culte des élections, c'est bien, la démocratie, ce sont les élections, mais il faut d'abord avoir un pays. Si vous n'avez pas de pays, vous allez faire les élections où? Donc pour avoir un pays, il faut construire un pays solide. Il faut aller aux élections, mais il faut construire un pays solide. Un pays solide va se faire aussi à partir des réformes institutionnelles. Et la réforme institutionnelle, les réformes aussi majeures, comme essayer de faire une constitution qui va tenir compte de certaines faiblesses des précédents, ou de la précédente en vigueur. Je crois que il faut reconnaître que pour moi, ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Et bon, voir, c'est-à-dire la méthodologie qui doit consister à peut-être organiser une bonne élection nécessite aussi une démarche le plus inclusive possible. Mais quand on pense qu'il faut aller vite, élection vite, donc bon, ça aussi, ça me paraît un peu trop facile. Un peu trop facile. Il faut que la classe politique prenne souci que nous sommes dans un monde et que nous sommes parmi les poids. Quand vous prenez notre pays, vous avez quand même jusqu'à présent, vous avez des forces étrangères qui sont là. Et vous ne pouvez pas avoir des forces étrangères, vous tendez plutôt vers un protectorat. Et un homme politique doit se battre pour que cela ne soit pas. Parce que c'est lui qui doit aller devant ses pairs ses pairs au plan universel pour dire que voilà, j'incarne tel pays et je suis parmi les meilleurs.
Et c'est pour ça, moi, je me demande même jusqu'à présent, même le culte de l'aide, là, il faut casser tout ça. Oui. Le culte de l'aide, parce que c'est pour ça qu'on parle de PNP. On parle de par nous, nous pouvons. Oui. Et par nous, nous pouvons, ça veut dire que il faut travailler, oui. il faut avoir confiance que nous pouvons être grands. Et ce n'est pas de la rhétorique. Hein. C'est possible, il y a beaucoup de choses ici. Nous allons dans des pays, oui. des micro-États qui se sont appropriés les ressources naturelles, oui. qui les ont bien valorisées et qui sont devenus riches. Nous, on est plus riches que ces gens. Donc il faudrait que nous, on mette, on s'approprie réellement nos richesses naturelles pour le bien du plus grand nombre. Et savoir que si les autres ont pu être grands, ont pu se développer, nous aussi on peut le faire. Nous sommes aussi des humains comme eux. Et courir derrière les élections, bon, on a fait les 30 dernières années, on a fait beaucoup d'élections. Ça c'est vrai. Et on est où aujourd'hui? Nous sommes presque un protectorat. Oui. C'est honteux. Mais professeur, il y a des gens, des hommes politiques qui pensent que si on n'arrive pas à respecter le délai de la fin de la transition, il y aura les sanctions infligées par la CEDEAO et d'autres organisations internationales. N'avez-vous pas peur de ces sanctions-là? Bon, c'est toujours ça. Vous m'excusez, ça fait un peu... Parce que ça, c'est un peu le culte du pitié. Oui. L'esprit d'être pitié, quoi, d'être toujours sanctionnable, parce qu'on ne cherche pas suffisamment à être grand. Sinon il y a des pays qui sont sanctionnés pendant des années et des années, et ces pays-là continuent à se développer. Oui. Il faut vraiment se retrouver. Donc vous voulez dire que les sanctions là n'empêchent pas le pays de se développer? Normalement, un pays suffisamment riche comme le Mali doit avoir confiance de ses atouts. C'est vrai qu'on a conscience aussi de nos faiblesses, mais on doit avoir aussi conscience de nos atouts. Et quand on a conscience de nos atouts, je crois qu'on n'a rien fait pour être sanctionné. On veut tout juste retrouver notre pays. Vous voyez, je vous dis que vous avez encore des forces étrangères chez vous. Et vous vous battez pour les places politiques. C'est vrai qu'il faut des élections pour la démocratie. Et je vous ai dit aussi plus haut qu'en réalité, c'est l'élection du président de la République qui met fin à la transition. Nous sommes encore à près d'un an de cette échéance-là. Et rien ne me dit que cela ne se fera pas. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce que vous voyez la classe politique, ces différents tiraillements, voilà, avec des tractations au sein de la classe politique? Comment vous comprenez cela aujourd'hui? Bon, parce que c'est ce que je dis. Et à certains, je ne dis pas tout le monde qui pense que la politique c'est un gagne-pain. En fait, la politique c'est un sacerdoce. Il s'agit de servir la collectivité. Il s'agit de tirer la collectivité vers le haut. Il s'agit de s'aimer la vertu dans la collectivité. Il s'agit de s'aimer le culte du travail dans la collectivité. Et c'est le culte du travail qui peut nous sortir du sous-développement et de la pauvreté. Il n'y a pas d'autre choix possible. Mais si les hommes politiques incarnés se battaient pour ça, pour dire par exemple il n'y a pas suffisamment de travail dans tel domaine, il n'y a pas suffisamment de travail dans tel ministère, nous pensons qu'on n'a pas suffisamment créé une stratégie de développement, ben moi j'allais applaudir. Mais c'est bien de vouloir les places politiques, mais il faudrait de plus en plus que les hommes politiques se disent que je dois choisir la place politique pour servir réellement mes électeurs. Et j'ai l'impression que tout le débat, on dit bon, ils ne veulent pas quitter, parce que ça devient un débat autour de la rente. C'est-à-dire les gens ne veulent pas quitter. C'est ça, comme si être au pouvoir, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, quand les hommes politiques vont se rendre compte que quand ils sont au pouvoir, ils deviennent beaucoup plus redevables, essentiellement aux électeurs, et qu'ils seront même stressés. Les gens même ne chercheront même plus à aller, parce que ça devient un fardeau.
Bon, il faut inculquer ça. Et là, les périodes de transition doivent servir à ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas encore suffisamment compris. Vous voulez dire que ceux qui se battent pour que les élections se fassent coûte que coûte ne veulent que leur gagne-pain seulement? C'est ce que vous voulez dire? Bon, mais parce qu'il faudrait qu'il y ait des arguments oui. Pour sortir le Mali de sa situation de presque pays pays sous domination. C'est-à-dire que c'est comme un pays où il y a plusieurs encore forces étrangères. Ça veut dire que on ne s'est pas encore totalement retrouvé. C'est comme c'est la théorie des protectorats. Voilà, donc normalement nous devons avoir tout ici, nous devons avoir notre propre armée, nos propres industries, notre propre gouvernement, en tout cas tous les éléments de souveraineté, il faut se battre pour ça. C'est vrai que dans un contexte sous-régional, les organisations sous-régionales doivent servir au développement global de la sous-région, pas à mettre des camisoles de force pour aller dans des sens qui ne sont pas forcément dans l'intérêt des populations. Donc parler de... parce que pour moi c'est encore prématuré que de dire qu'il y aura des sanctions, parce que comme je vous ai dit, si on arrive à élire le président de la République avant la fin programmée de la transition, je trouve que même nos partenaires ne verraient rien de mauvais à ça, parce qu'une fois qu'il y a la Constitution, pour moi, l'élection la plus stratégique va être l'élection du président de la République. Et une fois qu'on arrive, moi je ne crois pas que le délai, le temps imparti, presque un an, peut nous empêcher d'atteindre cet objectif-là. Professeur Doumbia, nous sommes presque à la fin de l'émission. Sur le plan diplomatique, les relations que le Mali tend avec les autres pays dans le monde, quelle analyse faites-vous sur ces relations-là? Certains pensent que le Mali est en train de s'écarter de certains pays, voilà, il se rapproche de certains pays, voilà. Quelle analyse faites-vous en réalité, dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que pour pouvoir analyser objectivement les choix du Mali, il faut avoir plusieurs informations. Il y a des choses que le Mali doit avoir avec ses partenaires. Bon, il peut y avoir des réticences de certains partenaires et vous pouvez avoir ces différentes choses avec d'autres partenaires. Et vice-versa, parce que c'est un peu la solidarité aussi. C'est-à-dire, je te donne ça et tu me donnes ça. Bon, si toi tu me donnes rien, si l'autre me donne, mais il ne faut pas oublier aussi qu'une fois que nous sommes face à face, nous sommes comme deux partenaires égaux. Donc toi tu ne peux pas me considérer comme le vassal et que c'est toi le maître, et globalement tu te fâches quand le vassal veut être indépendant. Ça n'a aucun sens. Et moi je pense que réellement pour le moment, d'après les échos qui me parviennent, les gens sont de plus en plus fiers du passeport malien quand ils voyagent. Ça c'est un indicateur, un petit indicateur qui montre que ce qui est en train de se faire n'est pas aussi mauvais comme les gens pensent. Et ce qui n'est pas bien dans les relations internationales, c'est de cibler bêtement quelqu'un, ou bien et de faire de cette personne-là, ou bien de ces pays, un ennemi sans argument, sans motif. Mais je partage le souci des autorités à vouloir montrer leur désir de souveraineté. Et quand je dis le désir de souveraineté, il s'agit du désir de souveraineté globale. Il s'agit de la souveraineté globale.
ne s'agit pas de la souveraineté dans un domaine et laisser les autres. Oui. Voilà. Est-ce que, selon vous, nous sommes sur un bon chemin? Bon, et on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire, mais le chemin que nous empruntons, c'est un chemin difficile parce que quand vous regardez l'histoire des peuples africains, oui. Souvent, quand vous écoutez, vous êtes des médias, quand vous écoutez même la manière de rendre compte des événements de certains médias internationaux, j'ai l'impression que les gens sont tellement habitués à faire de l'Afrique une proie qu'ils ne peuvent pas comprendre que cette proie soit en train de résister pour être aussi, pas peut-être un prédateur, mais pour au moins ne pas être mangé en permanence, pour résister. Et donc je crois que ça doit être le credo des dirigeants maliens. Et je pense de plus en plus cela doit être fait et cela doit être appuyé et compris par la majorité, ou sinon ce n'est pas tout le peuple malien, mais la majorité des Maliens. Votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, je dirais qu'il faut penser par soi-même, agir par soi-même pour la souveraineté, la sécurité et le développement. Ça doit être le credo des Maliennes et des Maliens. Unité et progrès pour le Mali, détermination et persévérance pour le peuple malien. Oui. Voilà les mots de la fin. D'accord, merci monsieur professeur Moussa Doumbia pour d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission qui est Beka Kouma, qui est enregistrée tous les samedis de 11h à 12h. Merci nos téléspectateurs, à la semaine prochaine.